Nous sommes donc avec Patrick Martin, le président du MEDEF. Bonjour Patrick. On va discuter ensemble évidemment des préoccupations des entreprises qui sont ici rassemblées, préoccupations régionales, locales, nationales et internationales. Il faut quand même qu'on commence avec ça. Comment est-ce que le président du MEDEF, à son niveau, au niveau des entreprises, regarde cette tension internationale, ce qui est en train de se jouer en ce moment? Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Ces menaces qui s'accumulent et qui s'accroissent de jour en jour avec encore de grandes incertitudes, je pense que le président Sarkozy nous éclairera tout à l'heure, des grandes incertitudes quant au développement de cette situation sont évidemment pour nos entreprises un facteur de préoccupation, pèsent objectivement et je dirais subjectivement sur les décisions des entrepreneurs en matière d'investissement, en matière d'embauche, en matière de projet d'une manière générale. Donc dans cette période, il nous faut être particulièrement affûtés, beaucoup échanger entre nous, et le MEDEF sert à ça aussi, ouais, pour essayer de discerner les opportunités, parce qu'il en existe aussi. Il y a une inquiétude diffuse quand même. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'absolument insaisissable pour nos chefs d'entreprise. On a l'habitude d'essayer de contrôler les choses. Hein. C'est quand même ça d'abord un patron. Et là, on est dans un ensemble diffus. On a vu ce qui s'est passé avec le marché de l'électricité, par exemple, et le prix de l'électricité, conséquence de l'attaque russe sur l'Ukraine. Comment est-ce qu'on peut essayer de se préparer, de se protéger? Vous dites discuter, échanger, c'est pas mal. S'informer peut-être hein, en permanence, non? S'informer, et puis parce que nous ne sommes pas des spectateurs et des commentateurs, rien de péjoratif dans mon propos, nous sommes des acteurs. Et donc il est essentiel pour nous de nous projeter. Et on sait qu'on a devant nous d'immenses défis, le défi de l'énergie, et je dois saluer ce qui a été conclu hier à Bruxelles et auquel le MEDEF a beaucoup contribué, d'ailleurs en dialogue avec ses homologues allemands, italiens et espagnols en particulier. On sait qu'on est engagé dans une période de grande mutation avec des risques supplémentaires en matière d'investissement, de rentabilité des investissements et les options, y compris technologiques, notamment technologiques, mais également sociales et sociétales qu'on doit prendre aujourd'hui, nous engagent pour une durée très longue. Donc c'est une raison supplémentaire pour que les pouvoirs publics, dans leur champ, nous amènent de la stabilité, de la lisibilité et de la prévisibilité. Il y a dans notre pays, dans notre continent, une instabilité réglementaire qui, à elle seule, est extrêmement perturbante. Je veux par exemple citer les 850 réglementations qui, au cours des 5 dernières années, ont été édictées par l'Union européenne et qui impactent de manière extrêmement précise, extrêmement opérationnelle nos business models. Je prends un seul exemple. Par exemple, dans la chimie, il y a des discussions en cours à Bruxelles sur ce qu'on appelle les PFAS, les substances, avec des incohérences, des inconnus, des aléas. Par exemple, on veut interdire des substances que d'autres législations imposent. Et donc, pour les acteurs de la chimie, mais par ailleurs pour tous les clients de la chimie, c'est-à-dire à peu près tous les secteurs, c'est un grand facteur d'incertitude, d'inquiétude. Voilà, de la stabilité, de la prévisibilité et de l'échange avec les acteurs économiques, les entreprises au premier chef, pour que nous élaborions des solutions qui nous permettent d'engager l'avenir. Vous parliez de l'ensemble européen, mais je veux votre sentiment là-dessus. On parle d'une sorte de recomposition du monde, recomposition des chaînes de valeur, ça les chefs d'entreprise le connaissent, retour des frontières, et des frontières de plus en plus infranchissables d'ailleurs, hein, enfin de vraies frontières. On va aller vers des élections européennes là. Notre ensemble, qu'on le veuille ou non, c'est l'ensemble européen, non, Patrick Martin? C'est-à-dire, on ne peut pas faire autrement que de se serrer les coudes entre nous, là. Alors, nous sommes au MEDEF, je suis personnellement, et qualité, je dirais, profondément pro-européen, mais d'une Europe moins naïve, moins idéaliste. Elle en prend le chemin, là, en ce moment? Alors, il y a une petite inflexion que... Et vous parliez de l'accord sur le marché de l'électricité. Absolument. Ouais. De la même manière, sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Par exemple. L'idée était bonne. On se rend compte que la mise en œuvre est extrêmement complexe, avec des effets pervers pour la sidérurgie, pour l'aluminium en particulier, qui peuvent aboutir à un résultat à l'opposé de l'objectif, c'est-à-dire désindustrialiser l'Europe. Et puis, on est télescopé par une intensification incroyablement violente de la concurrence internationale. On parle beaucoup de la Chine, et c'est normal, notamment à travers des menaces protectionnistes, mais on ne parle pas suffisamment des États-Unis. Aux États-Unis, vous avez la conjonction de l'Inflation Reduction Act qui subventionne massivement les investissements industriels et qui attire d'ailleurs des investissements d'autres continents vers le territoire américain, et d'un prix de l'énergie qui, à ce jour, est de 2 à 3 fois inférieur à ce qu'on a encore en Europe. Et donc, il faut que nos entreprises et notre continent, avant toute chose, intègrent ce panorama international de sorte que, en poursuivant des objectifs notamment de décarbonation très ambitieux, nous ne soyons pas les ravis de la crèche.
On l'a vu dans la table ronde précédente. Je dois avouer que le témoignage de la patronne en France de Total Energy sur les freins aujourd'hui, et on regarde les choses en face, des freins qui sont souvent ceux des collectivités locales pour permettre à Total Energy de faire avancer ses projets de décarbonation. Voilà, on est là sur quelque chose de concret et une nécessité peut-être de changer de braquet sur l'ensemble de ces sujets. Oui, alors de nouveau, moi je pense qu'il y a une lueur d'espoir, parce qu'il y a une prise de conscience en France, par exemple, avec la loi énergie verte ou la loi sur les énergies renouvelables ou sur le nucléaire. Il y a une prise de conscience que ces pesanteurs administratives créent bien sûr de l'inertie, mais génèrent des coûts qu'on estime à 80 milliards, des surcoûts qu'on estime à 80 milliards d'euros par an et qui immanquablement pèsent sur notre compétitivité, notre agilité, notre mobilité et notre capacité à nous positionner pour saisir les opportunités. Donc il faut que nous soyons très pressants là-dessus. S'agissant de l'Europe, je voudrais simplement signaler une chose, ça fait partie des priorités de mon mandat et c'est dans cet esprit que nous venons de recruter, que je viens de recruter au MEDEF une nouvelle directrice générale qui n'est rien de moins que la conseillère Europe du président de la République, Garance Pinault, qui est une hyper experte de ces sujets-là et qui a une approche très volontariste et sans aucune naïveté de tous ces enjeux. Mais il faudrait qu'on retrouve un peu d'enthousiasme. C'est ça le problème, retrouver un peu d'enthousiasme sur l'Europe. Mais, Patrick, il faut avancer. Dégradation de la conjoncture. On a des chiffres, je pense que vous les attendiez, sur, à nouveau, faillite d'entreprise. On retrouve un rythme qui est finalement un rythme normal. Je vais vous raconter, mais c'est peut-être aussi ce que vous ressentez quand vous discutez avec des patrons, ce que vous faites tous les jours, ce que je fais tous les jours. Quand même un léger sentiment de désarroi. Et pour les plus jeunes d'entre eux, l'idée que mais mon Dieu, que se passe-t-il? L'État ne va rien faire. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, l'État ne va rien faire. L'État a lâché ses PGE, c'est fini, il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en aura pas d'autres, on est d'accord. Et il va falloir affronter la crise qui vient peut-être avec ses armes propres. Je crois qu'il appartient à chacun, aux entrepreneurs y compris, de gérer ses contradictions et d'être cohérent. Il est vrai que, y compris dans nos rangs, certains qui dénoncent l'envahissement par la sphère publique du champ privé ne sont pas les derniers à tendre la main à l'État quand il le faut. Dans des situations critiques comme celle qu'on a connue avec la Covid, c'était nécessaire. L'État a parfaitement joué son rôle de réassureur de dernier rang. Mais on est rentré dans une période, et moi je me bats pour ça, où il faut que la sphère privée reprenne de la part de marché. C'est exactement l'esprit de l'accord que nous avons signé, que le MEDEF a signé sur les retraites complémentaires. Il y avait des enjeux financiers, mais il y avait également un enjeu politique, un enjeu de principe. Il nous appartient, nous entrepreneurs, parce que nous sommes les principaux acteurs de la réussite économique, mais également sociale, il nous appartient dans une relation de confiance avec les organisations syndicales, avec les pouvoirs publics, l'État au premier chef, mais les collectivités locales aussi, il nous appartient d'être plus et mieux entendus et de ne pas laisser le débat public envahi par des théories que nous ne partageons pas sur la décroissance, sur une espèce de fatalisme et de résignation. Ouais. Nous avons les solutions, faisons-le valoir. C'était le slogan de votre campagne. Et pour le coup, un élément sur lequel vous étiez très pertinent, c'est-à-dire que vous dites... Et le terme de croissance ne fait plus l'unanimité aujourd'hui dans notre pays. Oui, alors il faut respecter tous les avis, il faut se méfier des activistes que j'ai parfois tendance à qualifier d'obscurantistes. Il y a cette idée qui prospère dorénavant, singulièrement chez les jeunes diplômés, avec qui il faut parler, qu'il faut entendre, qu'effectivement la seule issue serait la décroissance. Et moi je revendique, j'assume la théorie de la croissance bien sûr décarbonée et responsable. Sans croissance, on ne pourra pas financer les 40 milliards d'euros d'investissements supplémentaires auxquels sont tenues nos entreprises pour décarboner, pour tenir la trajectoire de décarbonation. On ne saura pas financer l'innovation. Et Dieu sait si notre pays est d'une richesse incroyable en matière d'innovation. On ne saura pas équilibrer nos régimes sociaux qui, singulièrement en France, sont fondés sur la répartition. Et on ne saura pas générer de l'emploi, préserver l'emploi et générer du pouvoir d'achat. Le vrai sujet, c'est le déclin progressif de la France en termes de richesse par habitant. On a perdu 20 points de ce point de vue en 20 ans par rapport à l'Allemagne. La France, 7e puissance économique mondiale,
mondiale n'est dorénavant qu'au 25e rang en termes de richesse par habitant. Il faut générer de la richesse, il faut donc de la croissance, ce sera la solution. Et la croissance n'est pas l'ennemi du climat, c'est ce dont je veux parler avec les syndicats, avec les pouvoirs publics. Je le redis, dans une relation de confiance, il faut arrêter de gérer la pénurie, de se refiler la patate chaude, de se crêper le chignon, on peut dire ça comme on veut. C'est exactement ce qu'on vit actuellement, c'est très malsain. On va retourner sur les rapports dans un instant avec les partenaires sociaux, mais on sort du budget, là. Enfin, un premier 49.3 sur le budget. Il vous satisfait ce budget? C'est-à-dire que, question un petit peu provocante, mais l'État s'est dit, bon, les temps sont durs, on doit absolument, grosse pression sur la dette, taux d'intérêt, etc. On doit absolument tenir les coûts. On va aller chercher combien, peut-être, sur le dé aux entreprises, quelques centaines de millions, peut-être 1 milliard supplémentaire. Mais vous dites, c'est à nous de rendre un petit peu ce que l'État nous a donné, ou vous êtes un peu plus virulent sur virulent, ce n'est pas le terme, mais très déterminé, et nous avons les idées claires. On reste quand même, malgré de grosses avancées, on reste le pays au monde où les entreprises, et à vrai dire tous les agents économiques, supportent le plus haut niveau de prélèvements obligatoires. Quand on voit dans le cadre de ce débat sur les retraites complémentaires, l'Agirc-Arrco, on parle d'1 milliard, ça n'est pas rien, mais c'est un 3 millième de la dette publique française. C'est 0,1% des dépenses publiques françaises. Dans nos entreprises, quand on doit faire un ajustement sur un 3 millième, c'est fait dans l'heure qui suit. Mais Patrick, on n'est pas dans une entreprise, on est avec l'État français, ce sera à chaque fois un 3 millième. Enfin, alors, discutons de ça, c'est intéressant. Non, mais je trouve que c'est un très bon symbole. On est effectivement sur des retraites complémentaires qui dégagent des excédents qui sont des excédents confortables. On a une réforme des retraites qui est compliquée à financer, que vous avez soutenue, et qui va tout à fait dans le sens que vous avez décrit, c'est-à-dire augmenter la quantité de travail dans notre pays. C'est la clé de tout, là-dessus nous sommes d'accord. Que l'Agirc-Arrco participe par ses excédents au financement de cette mission et de la réforme des retraites, je trouve ça légitime, Patrick. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Non, je le redis, il y a déjà un sujet de principe. Les acteurs privés, les salariés, les entreprises qui gèrent remarquablement bien ce régime de retraite complémentaire, qui ont pris des décisions courageuses quand il fallait équilibrer ces retraites complémentaires, n'ont pas à transférer par milliards le fruit de leur travail vers un régime général géré par l'État qui, lui, est chroniquement déficitaire. C'est un peu facile, à un moment donné, finalement, de pénaliser les vertueux. Donc moi, je suis très droit dans mes bottes. Ça a pu porter malchance à certains qui ont employé cette expression, mais je l'assume. Il faut que chacun reste à sa place. Il faut responsabiliser les acteurs. Parce qu'à un moment donné, et c'est vrai, j'en parlais avec Martine Vassal à l'instant, c'est vrai qu'il y a en permanence cette tentation dans ce pays d'instaurer une taxe pour régler un problème de finances publiques. Mais là, c'est pas une taxe. On va justement chercher des excédents, Patrick. Et encore une fois, si vous êtes acteur privé sur l'Agirc-Arrco, mais c'est avec des cotisations obligatoires. Non. Donc on est quand même très borderline sur le public et le privé dans cette histoire. Non, absolument pas, parce qu'il en va de même pour l'assurance chômage. Ce sont quand même bien les entreprises privées qui ont créé 2 millions d'emplois ces 6 dernières années. On est d'accord. Qui revalorisent les salaires. D'ailleurs, en moyenne du secteur privé, en effaçant l'effet de l'inflation, ce sont quand même bien les entreprises qui ont contribué à ce que ces régimes soient équilibrés, dégagent dorénavant des excédents, de sorte qu'à un moment donné... C'est l'État qui a permis d'abonder pour avoir une dette considérable, non, Patrick, sinon l'Unédic aurait fait faillite. Ne nous livrons pas à cette querelle en paternité, je dirais. Oui, l'État a garanti la dette de l'Unédic. Moi, mon projet, c'est que l'Unédic revienne au paritarisme et s'émancipe, le jour venu, ayant résorbé sa dette, s'émancipe de la garantie de l'État. Comme ça, chacun sera en responsabilité, y compris les organisations syndicales qui y sont prêtes pour certaines d'entre elles. Il faut sortir de cette confusion généralisée où on ne sait plus qui paye quoi et où à la fin on a une seule certitude, c'est que les prélèvements obligatoires augmentent. Typiquement, quand on nous dit la CVAE baisse, c'est une bonne raison pour augmenter le versement mobilité. C'est absurde. Si la CVAE baisse et elle ne baisse pas assez vite à mon goût, je me suis exprimé sur ce point, c'est pour gagner en compétitivité, c'est pour dégager des marges de manœuvre dans nos entreprises, pour revaloriser les salaires, former nos salariés et nous préparer à l'économie d'aujourd'hui et de demain. Mais je voudrais juste revenir sur ce 3 millième, c'est ça? C'est un 3 millième de la dette. Le propos, c'est on rentre dans une période quand même challenging pour nos finances publiques. Chacun va devoir faire un effort, Patrick. On peut plus demander à l'État d'apporter des solutions qu'il n'a plus les moyens de payer. Je pense notamment à l'ensemble des professionnels de l'immobilier ou de la construction qui sont peut-être aujourd'hui avec nous dans ce stade. L'effort commun partagé.
Non, mais l'effort commun partagé, il est déjà surpartagé, si j'ose dire, par les entreprises. Je cite juste un chiffre. Par rapport à la moyenne européenne, en proportion du PIB, les entreprises françaises payent 2% de plus. Alors on dit 2%, c'est peu de choses. C'est 60 milliards d'euros de prélèvements obligatoires, de charges sociales que les entreprises françaises payent de plus que leurs concurrentes immédiates, leurs concurrentes européennes. Alors quand on vient nous dire il faut participer à l'effort de guerre, il faut payer plus encore, on ne peut pas dans le même temps nous dire vous devez dégager 40 milliards d'euros supplémentaires pour payer la décarbonation, vous devez augmenter les salaires. Enfin, à la fin des fins, l'argent magique n'existe pas. Donc, il est évident, de mon point de vue, que la sphère publique, d'une manière générale, doit faire un effort de rationalisation. C'est l'éléphant au milieu de la pièce. Eh bien, écoutez, à toute chose malheur étant bon, on est dans une situation tellement critique dorénavant en termes de finances publiques que l'examen de conscience, pardon, pas de confiance, doit être livré. Conscience, l'examen de confiance, c'est pas mal aussi, hein, c'est pas mal. Rapport au travail, pour la dernière partie de cet entretien. Est-ce que vous avez le sentiment que le rapport au travail est en train de changer dans notre pays, qu'on a du mal, c'est une banalité de le dire aujourd'hui et je m'en excuse, mais on a quand même un peu de mal à se remettre de l'oisiveté du Covid? Alors oui et non, là aussi moi je me méfie des théories de circonstances. Hein. On nous a parlé de grandes démissions, on nous a parlé du jour d'après. Le taux d'emploi n'a jamais été aussi élevé en France. En revanche, on voit que l'attitude des salariés au regard du travail se dégrade d'une certaine manière. Alors, je rappelle qu'il y a 40 ans, pour 60% des salariés, le travail était quelque chose d'essentiel. Ça n'est plus que pour 21%. Ça nous interroge, ça nous oblige à remettre en cause un certain nombre d'organisations, de modes de management, en étant beaucoup plus dans la relation de confiance, en étant beaucoup plus dans la personnalisation de la relation sociale, en arrêtant d'appliquer des schémas très stéréotypés, anonymisants et génériques à nos organisations. Je parle des entreprises. Donc oui, c'est une réinvention profonde. Est-ce que pour autant, les jeunes en particulier ne veulent plus travailler? Je n'y crois pas un instant. Pas un instant. Mais il faut leur redonner du sens, il faut leur redonner de la liberté. Et on voit ici et là qu'il y a des choses magnifiques qui se passent. N'oublions pas que la France, toute proportion gardée, est le pays au monde où il y a le plus de création d'entreprises. Il y a des micro-entrepreneurs, mais pas que. C'est quand même un signe fort. Nos concitoyens veulent s'assumer et savent très bien que leur destin leur appartient. Après, il y a une frange très vocale, mais très minoritaire, qui considère encore que le travail est une aliénation. Il faut y prendre garde. Donc, je le redis, ça suppose que nous réinventions un certain nombre de modes de fonctionnement et que nous marquions de la considération pour nos salariés. Non, mais c'est important ce que dit le patron du MEDEF. Le patron du MEDEF, il appelle l'ensemble des chefs d'entreprise de France à une révolution managériale. Oui, une révolution managériale, ça ne règle pas un autre sujet dont on parlera peut-être si nous en avons le temps, qui est celui de la formation. Restons sur cette révolution managériale, on va sur la formation juste après. Moi, je le dis, je le revendique. Hein. Il faut que nous nous réinventions. Je m'exprime là autant en tant que chef d'entreprise avec 3000 salariés qu'en tant que président du MEDEF. Oui, il y a eu une forme de dérive avec des process beaucoup trop stéréotypés, je le redis, anonymisants et déresponsabilisants. Donc il nous faut un dialogue social de proximité, il nous faut une relation humaine de proximité. C'est extrêmement compliqué au fur et à mesure que les entreprises grandissent et comment dire, se répartissent géographiquement à travers la France, l'Europe et le monde. C'est très difficile d'avoir cette relation quasiment intuitu-personnelle. Absolument. Et c'est un point de passage obligé. Et on doit donc réinventer sans arrêt la relation avec les jeunes, mais pas que avec les jeunes. Et c'est le cœur des difficultés de recrutement aujourd'hui ? Non, le cœur des difficultés de recrutement, j'y viens donc, c'est la formation. C'est la formation. C'est la formation initiale. L'occasion pour moi de dire que nous serons très en soutien de la réforme des lycées professionnels, qui est un échec collectif terrible. Nous avons remporté une grande victoire collective avec l'alternance, l'apprentissage. Consacrons-nous maintenant d'abord à l'accueil des jeunes en stage. On ne peut pas dire, nous entrepreneurs, que l'image de l'entreprise est dégradée et ne pas faire cet effort. C'est un effort d'accueillir les stagiaires de 3e, demain de seconde, pour leur faire découvrir l'entreprise. C'est compliqué, hein, Patrick, tu le sais mieux que nous, mais c'est compliqué à organiser moi, dans une petite boîte. Hey, je suis patron de petite boîte, moi, maintenant. Mais c'est compliqué dans ma boîte. Ma DRH me dit, ils se tiennent mal, ils sont en retard, etc. Je lui dis, oui, mais on ne peut pas à un moment donné dire les jeunes ne s'intéressent pas à l'entreprise et ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait faire pour les accueillir. Et puis, sur les lycées professionnels, on va avoir un engagement considérable au stade de l'orientation, au stade de l'accueil des stagiaires des lycées professionnels, et puis le jour venu, parce qu'ils auront été orientés vers des voies qui assurent un débouché professionnel,
tout simplement pour les embaucher. On a 650 000 jeunes en lycée professionnel qui, pour 60% d'entre eux, un an après l'obtention de leur diplôme, ne sont pas à l'emploi. C'est un gâchis humain pour commencer. En plus, c'est très typé socialement. Ce sont des familles modestes pour la plupart d'entre elles. Et donc, au même moment où on a encore des difficultés de recrutement, et on en aura encore plus demain du fait de la démographie, c'est un impératif pour nos entreprises économiques, sociales, mais je dirais sociétales. Avec un enjeu qui nous ramènera d'ailleurs par la marge, mais on en est toujours là, on est en France aux finances publiques. Enjeu pour les entreprises, oui, tu l'as dit, succès extraordinaire sur l'apprentissage, mais baisse aujourd'hui des subventions et de l'ensemble de ce qui pouvait pousser les entreprises financièrement à prendre les apprentis. Il faut maintenir le rythme, mais là maintenant, les entreprises seront face à leurs responsabilités. Oui, enfin la baisse des subventions qui a aidé, il ne faut pas se le cacher, à l'explosion de l'apprentissage, alors que depuis des décennies, on tournait en rond sur ce sujet. Il y aura peut-être une légère diminution, légère pour commencer, des subventions, notamment pour les formations supérieures. Il y a en toute chose des effets d'aubaine, peut-être faut-il les corriger. Ce qui est important dorénavant, parce que ça n'a pas suffisamment décollé, c'est sur les formations infra-bac qui intéressent l'industrie, qui intéressent le bâtiment, qui intéressent les métiers de service. Donc il peut y avoir un rééquilibrage de ce point de vue, mais il faut malgré tout maintenir des subventions, parce que c'est aussi un investissement pour l'entreprise que d'accueillir un jeune et de le former. Mais je crois qu'on va trouver un équilibre en bonne intelligence avec les pouvoirs publics. Juste une courte question, je ne veux surtout pas vous mettre en porte-à-faux, mais je suis étonné du silence de l'ensemble des organisations patronales, MEDEF, UPA, CPME, sur cette question de la régularisation aujourd'hui des sans-papiers qui sont sur les chantiers, dans les cuisines, à nettoyer les hôpitaux, parfois même les hôpitaux publics, dans les cages d'escalier. Le sujet est tabou. Pourquoi est-ce que cet article déchire l'Assemblée, le fameux article 3, là, vous ne vous exprimez pas? Et j'en suis surpris. Alors on ne s'exprime pas, c'est un peu excessif. Le débat nous dépasse. Ce n'est pas aux organisations professionnelles de décider en lieu et place de la représentation publique politique de grands arbitrages s'agissant de l'immigration. Nous, notre sujet, il est sur l'emploi. Commençons par le commencement. Il y a 355 000 emplois qui ne sont pas pourvus aujourd'hui dans nos entreprises. Ouais. Je parlais des lycées professionnels, il va y avoir à accueillir des personnes très éloignées de l'emploi et notamment attributaires du RSA. On a déjà, avec la population présente en France, une marge de manœuvre importante pour pourvoir à un certain niveau de qualification les postes vacants. Ensuite, ayons en tête que l'immigration économique, c'est 10% de l'immigration globale. C'est de l'ordre de 30 000 cas versus plus de 300 000. Hein. Ça relativise, je dirais, le rôle et la légitimité qu'ont les entreprises à s'exprimer sur ce sujet. Et je conclus en disant, oui, à un moment donné, il faudra commencer par bien appliquer ce qu'on appelle la circulaire Valls, qui laisse déjà beaucoup de latitude aux préfets pour homologuer en quelque sorte des contrats de travail concernant des immigrés. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. D'un département à l'autre, il y a une application de cette directive qui est très disparate. Ça laisse là aussi une marge de manœuvre. Et enfin, il y a un certain nombre de qualifications. C'est vrai dans le public, c'est vrai dans le privé. Je pense à l'hôpital, privé ou public, où on va devoir, où on a d'ores et déjà besoin de faire appel à une main-d'œuvre immigrée. Faisons-le comme bien d'autres pays ont réussi à le faire. Faisons-le d'une manière rationnelle, objective, la plus sereine possible, en définissant le jour venu avec l'implication des entreprises, des quotas en définitive par qualification qui permettront de pourvoir ces emplois. Je finis en disant, parce que j'ai déjà évoqué la démographie, que de toute façon ce sujet ne fera que s'accentuer. On doit tous avoir en tête que là où on a déjà des difficultés de recrutement, à partir de 2035, la population active française va baisser. Et donc, on peut automatiser, on peut mécaniser, on peut compter sur l'intelligence artificielle pour gagner en productivité, mais il y a un certain nombre de métiers où de toute façon on aura besoin de main-d'œuvre. Il faut impérativement dépassionner ce débat. Mais ça n'est pas au MEDEF d'aller prendre des coups de la part de la France Insoumise ou du Rassemblement National au motif qu'il exprimerait une position de principe, une position politique sur l'immigration. Ouais, mais ce que vous venez de dire là est frappé au coin du bon sens. Et vous pourriez le répéter plus souvent. Voilà, si je peux me permettre. Ça permet de... Je le ferai. Ça permet exactement de dépassionner le débat. Bon, il nous reste 1 minute. On va rentrer, on le sait tous. Hein, on se dit les choses dans un moment un petit peu compliqué, peut-être économiquement. Message aux patrons qui sont là, Patrick, et qui nous regardent à travers Bismart et qui sont là au Stade Vélodrome. De vous, moi, je partage les inquiétudes de bon nombre de chefs d'entreprise. On n'a pas parlé du logement. Là, il y a un scandale national. Il est grand temps que les pouvoirs publics prennent conscience que c'est un enjeu économique, mais également un enjeu de pouvoir d'achat.
Pardon? Il n'y a plus d'argent. Non, mais il faut desserrer les réglementations. D'accord. C'est absurde. Bon, mais allez, et on est au bout. Ensuite, on est très, très interrogatif quant à la politique de la BCE. Espérons qu'on ait atteint un plafond en termes de taux directeur et que progressivement ça se dessert, parce que c'est ça, en définitive, qui progressivement, non pas étouffe, mais contraint l'économie. Moi, je reste très optimiste et très positif, parce qu'une énergie entrepreneuriale, c'est flagrant, j'allais dire, c'est caricatural, positivement caricatural dans ce territoire des Bouches-du-Rhône. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent et nos entreprises, en fait, ont mis le frein à main parce que tous ces nuages s'accumulent. Ces nuages finiront par se dissiper et n'attendons pas qu'ils se soient dissipés pour investir. Moi, ça peut paraître provocateur, je n'ai jamais autant investi dans mon entreprise qu'actuellement, car je suis sûr que c'est en ce moment que les audacieux doivent prendre le pouvoir. Investir au son du canon, dit l'adage. Au son du canon. Voilà, enfin, méfions-nous dans les circonstances actuelles de ce absolument. type. Merci Patrick. Merci Stéphane. Et c'est donc le président Nicolas Sarkozy qui va maintenant venir nous rejoindre.